Mesdames, Messieurs, très heureux de vous accueillir à nouveau pour cette deuxième session de notre colloque, dont le thème est le processus de patrimonialisation, un levier de valorisation du territoire. Cette session va être présidée par Monsieur Bruno Favel, qui est chef du département des affaires européennes et internationales, Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture, et qui était par ailleurs président du comité de la culture, du paysage et du patrimoine du Conseil de l'Europe, et présidé également par Madame Gravary Barbas, qui est professeure de géographie à l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme de l'IRES de l'Université de Paris 1 et coordinatrice de la chaire UNESCO Tourisme, Culture, Développement de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, je vous remercie à tous les deux de votre implication. Merci à vous, cher Robert de Villene. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs, Christelle Leprel, Isabelle Anatole, Vincent, de nous avoir invités à prendre la parole dans cette grande rencontre scientifique internationale autour de la candidature des climats de Bourgogne. Alors, ce matin, vous avez pu parler longuement des références, je dirais, de l'introduction, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les économies de terroir, quel est le milieu, le savoir-faire et la culture et la production. Cet après-midi, nous allons aborder un autre sujet, qui est le processus de patrimonialisation, finalement, un levier de valorisation du territoire. Alors, tout ceci pour dire que depuis une trentaine d'années, on voit bien que le Comité du patrimoine mondial reconnaît des formes nouvelles d'émergence de patrimoine. On est passé d'un patrimoine bâti à un patrimoine industriel, d'un patrimoine industriel à un patrimoine paysage culturel, et on en est maintenant à voir d'autres formes, et je dirais que les climats de Bourgogne font partie de cette reconnaissance de nouvelles formes de patrimoine. Sans complexe, on peut dire que les climats de Bourgogne sont des biens culturels. Il a été pris le parti de dire que les climats de Bourgogne étaient des biens culturels. Et bien nous, le ministère de la Culture, nous assumons cela, à tel point d'ailleurs que nous avons pris le soin avec le ministère de l'Écologie et du Développement durable de décider, avec le comité bien sûr des biens nationaux français pour le patrimoine, de déposer en janvier de l'année dernière, donc en janvier 2014, le dossier des climats de Bourgogne pour étude cette année par le comité du patrimoine mondial à Bonn. Et je dois dire que nous sommes très fiers de ce choix et nous assumons pleinement, je dirais, cette candidature des climats de Bourgogne. Donc l'association et toutes les personnes présentes de la Bourgogne peuvent être tout à fait, je dirais, rassurées du soutien des pouvoirs publics français, culture, affaires étrangères. Vous aviez Philippe Lalliot ce matin, je le sais, puisqu'on a parlé tous les deux, et bien sûr le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Donc, nous verrons à Bonn ensuite à chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit pas grand-chose. Donc, mais les experts sont là pour parler, et avec ma collègue, Madame Maria Gravary Barbas, qui est professeure émérite de géographie à l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme de l'IREST, Panthéon-Sorbonne, et coordonnatrice de la chaire UNESCO Tourisme, Culture, Développement de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va co-présider cette session avec moi. Et puis nous sommes entourés d'experts. Monsieur Mun Chengdu, qui est professeur de l'Institut des sciences de géographie et de la recherche sur les ressources naturelles à Pékin. Madame Silvia Soldano, à côté de moi, qui représente l'Institut supérieur des systèmes territoriaux pour l'innovation, le CITI, en Italie. Christelle Leprel, que vous connaissez bien. Et deux amis des Comores, Saïda Madame Zadi, qui est responsable de l'unité technique insulaire de la Grande Comore, à la Direction régionale de l'agriculture, de l'État des Comores. Et bien sûr, Fatima Boyer, qui est présidente du collectif pour le patrimoine des Comores, et qui peut tout à fait être contente avec nous de présenter ce paysage culturel, puisque Fatima Boyer, depuis de nombreuses années,
développe avec beaucoup de passion et je dirais, d'énergie, d'enthousiasme, la protection et la valorisation des patrimoines des Comores. Voilà. Je passe sans plus tarder la parole à Maria Graveri-Barbas, qui va nous dire, je voulais juste vous dire une chose aux intervenants, vous avez 25 minutes, parce qu'on veut un débat avec la salle, et vous me connaissez, pour certains, au-delà de 25 minutes, je vous couperai. Je ne serai pas du tout tolérant, parce que nous avons un impératif horaire pour les lieux, et ensuite il y a d'autres événements prévus, et nous ne pouvons pas dépasser une certaine heure. Donc, Maria Graveri-Barbas, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais à mon tour remercier les organisateurs pour ce colloque qui s'annonce excellent pour son organisation et pour les résultats attendus. Je vous remercie aussi, cher Bruno, pour les méritages. Je ne les mérite pas, mais... Bon, pardonnez-moi alors. Je vous en prie. Et j'introduirai rapidement la problématique de cette table ronde qui me semble extrêmement intéressante puisque nous sommes, je crois, réellement dans les vifs de notre sujet, c'est-à-dire dans les processus. Nous sommes en train de voir de quelle façon ces démarches mises en place dans différents territoires peuvent-elles avoir, et si oui, dans quelles conditions, des effets vertueux. Et nous avons ici une problématique qui est extrêmement large, qui est complexe, et qui sera donc abordée ici dans le cadre de cette table ronde à travers 4 cas d'études différents. 4 cas d'études situés dans 3 continents. Nous avons donc 2 cas européens, un cas asiatique, un cas africain. J'ai présenterai très rapidement la façon dont j'ai compris vos interrogations, qui sont donc des pistes que vous esquissez et que j'essaierai de reprendre après, à la conclusion, une fois que vous aurez présenté donc vos papiers et une fois qu'on aura non seulement vos communications individuelles, mais qu'on sera en mesure également de tirer des conclusions transversales sur finalement des cas d'études qui sont tout à fait cohérents mais très différents. Le premier cas donc qui sera présenté, qui sera donc introduit par Yu Micheng, porte sur la culture du thé et du jasmin à Fizhou, donc un territoire qui a candidaté en 2011 à un label qui est donc le Globally Important Agricultural Heritage System, GAIAHS, qui est donc un concept extrêmement complexe. Je ne sais pas si tout le monde ici est familier avec cette labellisation qui présente donc plusieurs dimensions qui concernent bien sûr le patrimoine. Le patrimoine est au cœur des préoccupations de ces labels, mais à côté de cela, il y a tout un ensemble d'autres facteurs qui sont extrêmement importants puisque cela concerne également la protection de l'environnement, cela concerne la biodiversité, cela concerne aussi l'équilibre écologique dans la grande région dans laquelle cette labellisation s'applique. Ça concerne également les conditions de vie des fermiers qui vivent sur ce territoire. Donc, un label qui est extrêmement important et qui, bien entendu, pour pouvoir se mettre en place, présuppose une certaine préparation qui, à l'occurrence, a préoccupé donc ces territoires pendant 4 ans avant que la labellisation n'ait lieu en 2014. Donc, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est de quelle façon, à travers ces process, nous pouvons donc définir un certain nombre de bons outils qui sont essentiellement et prioritairement des bons outils de mobilisation des acteurs. De quelle façon ce projet devient un projet partagé, de quelle façon on crée des passerelles entre finalement un ensemble d'acteurs qui est extrêmement complexe. Le deuxième cas d'étude qui sera présenté est celui donc de Comores. Là, nous avons affaire à un label différent puisqu'il s'agit donc d'une inscription sur la liste indicative du patrimoine mondial. Ces cas d'étude sera donc présenté par nos collègues Saïd Hamada Madziani et Fatima Boyer. Et là, il s'agira également de voir de quelle façon, lorsqu'un territoire se trouve confronté à un problème, puisqu'il faut les rappeler que très souvent, on entre dans ces processus
qu'on présuppose être un processus vertueux lorsque nous sommes devant un danger. Dans les cas de Chine, dans les cas de Fuzhou, ces dangers pourraient être par exemple le fait que la population qui traditionnellement prenait soin de ce paysage est actuellement une population âgée qui n'a plus les moyens, en tout cas plus les mêmes moyens. Dans les cas des Comores, nous sommes devant ces dangers que vous allez nous présenter en détail et qui est celui-ci donc du déboisement à cause de la distillation des fleurs. Donc il devient crucial aujourd'hui d'imaginer de nouveaux moyens, d'aller au-delà de ces méthodes traditionnelles qui ont certes fonctionné pendant longtemps, mais qui aujourd'hui nous mettent devant des situations qui sont donc identifiées par les acteurs locaux comme étant des situations problématiques. Dans les cas des climats du vignoble de Bourgogne, qui seront donc présentés par Christelle Lepresle, là, nous sommes effectivement devant une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ici aussi, il s'agit de voir de quelle façon cette candidature, au cours des dernières années, a pu également servir de levier pour la mise en place de tout un ensemble de partenariats, de collaboration, de quelle façon a pu également préfigurer un modèle économique pour les territoires, et de quelle façon, là je citerai Christelle, de quelle façon donc tout ceci a créé un inconscient collectif. Je trouve les termes extrêmement intéressants et je pense que vous nous le développerez. Et donc le quatrième cas, également un cas européen, qui est celui de Langheroero et Monferrato. Il s'agit donc, à l'occurrence, d'un site qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, pas depuis longtemps, puisque c'est un des derniers sites inscrits donc en 2014. Et je crois que vous aussi, vous mettrez réellement l'accent sur toute cette phase de préparation qui, à votre cas, a été une phase longue, puisque vous avez commencé à travailler sur ces dossiers dès les débuts des années 2000, en 2003, et vous nous montrerez de quelle façon tout ceci a cheminé, de façon à ce que vous puissiez donc arriver à ces résultats, qui est bien sûr les résultats rêvés de plusieurs autres sites candidats. Donc, nous vous invitons à nous parler de tout ceci, de nous parler de vos efforts. Je pense que ce qui est très important n'est pas seulement de mettre l'accent sur les success stories, elles sont tout à fait intéressantes, mais c'est très important également de pouvoir aussi parler des difficultés, de voir de quelle façon ces difficultés, vous avez pu les surmonter et de quelle façon vous luttez toujours aujourd'hui contre d'autres difficultés qui se présentent sur ces territoires, puisque on sait très bien que l'inscription n'est pas du tout la fin, c'est le début d'une autre histoire qui, bien sûr, est une histoire qui doit continuer également à fédérer les acteurs, doit également pouvoir rencontrer d'autres publics, doit pouvoir faire vivre le site et les communautés qui vivent sur ce territoire. Donc voilà, je pense qu'à travers vos 4 cas d'études, nous pourrons aussi produire aujourd'hui une intelligence commune et essayer réellement de mettre en rapport ces cas d'études isolés. Merci beaucoup. La parole donc sera donnée sans trop tarder à Monsieur Liu Musheng, qui est donc professeur agrégé de l'Académie chinoise des sciences et qui est également secrétaire général adjoint de l'Association chinoise des systèmes agriculturels patrimoniaux. Monsieur Liu Musheng mène des études qui portent principalement sur le potentiel écologique, sur les services écosystémiques et sur la compensation écologique. Il nous parlera donc beaucoup de ces Global Important Agricultural Heritage System, qui est donc la labellisation qu'il a contribué de façon tout à fait active à obtenir dans les cas des Fuzhou. Donc la parole est à vous. Vous connaissez les règles, je ne les répète pas.